et secourir une âme. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'il dit s'adresse à nous tous, tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Dans le cœur, un livre. Et dans le cœur, un livre reçoit aujourd'hui Madame Asma Ben Ahmida, cofondatrice de l'ONG Enda Interarabe et qui s'est vue décerner le mois dernier le prix d'excellence de la femme arabe de l'année 2019 par la fondation Takrim à Beyrouth. Un prix qui vient couronner le parcours personnel et professionnel d'une femme entrepreneur sociale, innovatrice et visionnaire. Nous allons retracer avec elle son parcours pour le moins atypique et vous allez découvrir qu'avant sa carrière dans la microfinance, elle a travaillé notamment comme journaliste reporter. Elle nous présentera aussi, comme c'est de coutume dans le cadre de Dans le cœur, un livre, ses coups de cœur littéraires. Asma Ben Ahmida, bonjour et bienvenue. Bonjour Donia, merci beaucoup pour l'invitation. Oh, quel plaisir, c'est un honneur. Je suis ravie de me retrouver à la CCI. Ah ben oui, justement, on va découvrir, enfin certaines personnes vous connaissent bien, mais d'autres vont découvrir beaucoup de choses au cours de cet entretien. Asma Ben Ahmida, d'abord vous êtes géographe, historienne de formation et vous avez commencé votre carrière aussi en tant qu'enseignante et journaliste reporter à la chaîne de télévision tunisienne. Et vous rêviez de devenir chanteuse. On en apprend des choses. Voilà. Alors, on est quand même interloqué. On se dit, voilà, comment ça s'est passé en fait. D'abord, professeur d'histoire géo, ensuite journaliste à la télévision. Puis on va voir que vous n'êtes pas resté en Tunisie, vous êtes parti à New York. On va parler de tout ça. Et après, la microfinance, tout cela, ça n'a rien à voir. Donc, on est quelque peu désarçonné quand on voit votre parcours pour le moins riche. Alors, racontez-nous, au début, ce que vous vouliez, vous, c'est être chanteuse. Vous étiez fan d'Oum Kalthoum. Oui, exactement. Donc, ça, c'est les rêves d'enfance ou de jeunesse, d'adolescence, disons. Au début, je voulais être avocate. Hein. Attention, j'ai changé plusieurs fois. Oui, comme tous les jeunes, comme tous les enfants. Exactement. C'est au lycée que j'ai découvert que je pouvais chanter. Oui. Et j'aimais beaucoup Oum Kalthoum et je rêvais d'être la Oum Kalthoum de Tunisie. Voilà, seulement à l'époque, c'était pas bien vu. Non, malheureusement, justement, c'était pas bien vu. J'ai commencé aussi à faire du théâtre à l'âge de 16 ans, où j'ai eu des prix, le prix régional de la région de Sousse, du Sahel. Oui. Et donc, cela m'a encouragée et je pensais que j'allais faire une carrière dans artistique. L'art artistique, voilà. Voilà. Mais malheureusement, je viens d'un petit bled, un petit village près de Sousse, à Kouda, oui. où les familles sont très conservatrices. Et bien sûr, mon grand-père, à l'époque, comme j'étais orpheline, c'est mon grand-père qui nous élevait, m'a dit, nous n'avons pas de filles qui deviennent artistes. Donc, j'ai dit, choisissez pour moi, qu'est-ce que je dois faire comme carrière. D'accord. Et c'est mon oncle, qui était professeur de géographie à l'université, qui m'avait dit, allez, tu fais géographie, voilà. Et tu deviens un professeur comme tout le monde, quoi. Voilà, professeur d'histoire géo. Alors, seulement, voilà, vous enseignez l'histoire géo, mais pas que, puisque vous voilà passé à la télévision tunisienne. Alors, en fait, bien avant de devenir professeur, c'est grâce à Bourguiba que je suis devenue journaliste. Ah bon, racontez. Ah oui. C'est-à-dire que Bourguiba, en 1972, a fermé l'université de Tunis. D'accord. Parce qu'on faisait du grabuge, les étudiants. Oui, donc, je m'en souviens. Pendant 6 mois, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, oui. J'étais en 4e année et on ne pouvait pas passer les examens. Donc, c'était ma dernière année pour commencer à travailler. Oui. Et donc, je me suis présentée je pense que c'était le premier concours national de journaliste-reporter en Tunisie. D'accord. Et j'ai réussi le concours avec 2 autres femmes. Oui. Et une dizaine d'hommes, je pense. D'accord. Et là, j'étais choisie pour le journal télévisé arabe. Oui. À l'époque, c'était Akhr al-Anba. Oui. Et je passais à la télévision. C'était ma deuxième autre expérience du public, parce que la première, c'était à l'âge de 16 ans. C'était le théâtre. En faisant du théâtre. Oui. Je suis même passée à la télévision avec Abdelrazak El-Hammani, Allah yarhamou, oui. pour passer notre pièce de théâtre à la télévision. Mais là, en 72, c'était ma première expérience. En tant que journaliste. En tant que journaliste. Pour le journal télévisé.
D'accord. Voilà, le journal télévisé arabe. Et voilà que vous êtes la première journaliste accréditée auprès de l'ONU. Vous vous envolez pour New York. Voilà, je m'envole parce que je ne pouvais plus supporter la médiocrité de l'époque. L'ambiance des couloirs aussi, voilà. Non, l'ambiance était très belle, mais au fait, c'était parce qu'on était femmes, je pense. On ne pouvait pas briller, on ne pouvait pas faire des interviews comme vous le faites aujourd'hui. Je ne pouvais pas faire de reportage. Je pense qu'on nous limitait, on ne nous encourageait pas beaucoup à l'époque, je dis bien. Donc j'ai quitté, je suis revenue à l'université à Paris, à Créteil, pour faire un 3e cycle en urbanisme. Oui. Et de là, j'ai pris l'avion pour New York pour 3 mois et j'y suis restée 3 ans. Voilà, tout à fait. Alors, à New York, vous êtes la première journaliste accréditée auprès de l'ONU. Après, vous allez vous retrouver d'ailleurs auprès des Nations Unies, donc à New York, puis à Rome, à Genève. Voilà. Vous allez être consultante en développement pour différentes agences des Nations Unies. Et là, c'est une expérience qui vous a forgé. C'est une expérience particulièrement riche. Vous avez réalisé de magnifiques interviews, que ce soit avec Samir Amin, Selim Ahmed Selim, Mohamed Ali Clay, le pape, Yasser Arafat. Et alors moi, ce qui m'a frappé dans les photos que vous avez bien voulu m'envoyer, et d'ailleurs que notre amie journaliste web Sofiane Benjim est en train de diffuser sur le podcast, c'est que à chaque fois, j'ai l'impression que vous avez des fous rires avec ces personnalités très sérieuses. C'est dans la bonne humeur que vous faisiez vos interviews. Oui, en effet. Donc là, à New York, c'est la ville de rêve pour les femmes journalistes surtout. En fait, j'ai ouvert le bureau de la TAP, l'agence de presse Tunis Afrique Presse. Et c'était justement le premier bureau. C'était une très, très belle expérience. 3 ans, c'est comme si j'avais été 10 ans dans une université à part où j'ai appris le monde, j'ai appris la politique, l'histoire, la géographie, tout revenait parce que j'avais les Nations Unies, j'avais le monde à mes pieds au fait. Je dis bien à mes pieds parce que on avait 38 étages et donc on avait l'impression qu'il y avait tout le monde entier dans le salon le salon des délégués, on l'appelle. Donc, bref, j'ai fait une très belle expérience. Et puis, c'était magnifique. Vous étiez toute jeune et vous voilà, première correspondante et chef de l'agence TAP aux Nations Unies à New York. J'étais chef de moi-même. D'accord. Oui, c'était un bureau qui se résumait à vous-même, je crois. Voilà, exactement. Mais c'était très intéressant parce que c'est Mahmoud Triki, le directeur de la TAP à l'époque, m'a fait confiance et m'a nommé, ce qui a suscité beaucoup de jalousie, malheureusement. J'imagine. Voilà, et j'ai eu mes premières expériences désagréables de jalousie et de problèmes de genre. Mais Esma Ben Ahmed, c'était un challenge parce que justement, comme vous étiez jalousée, vous deviez prouver que votre place, vous la méritiez. Donc, vous vous êtes dépassée. Exactement, je me suis tuée, pas dépassée, parce que j'avais ma petite fille avec moi. Vous savez, aux États-Unis, on ne peut pas laisser un enfant à la maison seul. Donc, j'ai ramené ma fille avec moi aux Nations Unies. Elle dormait sur les bancs des Nations Unies. Et moi, je veillais jusqu'à 3 heures du matin pour suivre les conseils de sécurité, l'Assemblée générale de l'ONU. J'ai dû apprendre l'anglais, j'ai dû apprendre à taper sur un téléx pour envoyer mes articles à la TAP. Oui. C'était quelque chose de fantastique. J'ai beaucoup pleuré, c'était dans les larmes, j'ai beaucoup souffert parce qu'on me laissait des fois sans salaire. Ils mettaient du temps pour m'envoyer mon salaire. Ils m'ont boycotté. Quand j'ai interviewé Arafat, ils ont jeté l'interview à la poubelle. Ah bon? C'est moi. Oui, enfin, de longues histoires. D'accord. De souffrance. Ouais. Mais effectivement, pourquoi vous avez bien dit dans la joie, parce qu'effectivement, c'est un pays qui respecte la femme, c'est un milieu qui respecte la femme, qui respecte les journalistes. Quand on dit aux États-Unis que le journalisme est le 4e pouvoir, c'était vraiment le 4e pouvoir. J'ai pu écrire et visiter des pays, écrire sur toutes les histoires de décolonisation et de colonisation de l'époque. J'ai visité l'Irak, le Liban. Franchement, pour moi,
comme je vous ai dit, c'est comme si c'était 10 ans d'université. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Bien sûr, bien sûr. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est que vous avez pu approcher de très grandes personnalités. Vous qui étiez une petite jeune, inconnue, entre guillemets, vous voilà Oui. approchant d'immenses célébrités. Tout à l'heure, je citais, Samir Amin, Selim Ahmed Selim, peut-être que, par votre casquette ONU, c'était simplifié. Mais Mohamed Ali Clay, Yasser Arafat, ou le pape même, par exemple, vous étiez toute jeune. Oui, attention, parce qu'il y a des gens que j'ai rencontrés parce que j'étais journaliste, mais il y a des gens que j'ai interviewés. Attention, si tu veux une anecdote, je peux te raconter l'anecdote. Oui, oui. À l'ouverture du bureau de la SAP, il y avait Mahmoud Triki, bien sûr, et il y avait Mahmoud El-Mestiri Al-Ghayar, notre ambassadeur à l'époque. Parce que, je fais une parenthèse, la Tunisie jouissait d'une très belle réputation à l'époque. Oh oui. Franchement, la Tunisie de Bourguiba était appréciée, respectée. Donc j'ai joui de cette réputation aussi. Oui. Alors, à ce moment-là, Kurt Waldheim, le secrétaire général de l'ONU, m'avait promis une interview. Et elle a tardé à venir, cette interview. Oui. Et j'avais promis à mon patron que je vais envoyer cette interview. J'étais la première à la voir. N'oubliez pas qu'on était très peu d'Arabes à l'époque. J'étais la seule maghrébine journaliste accréditée auprès de l'ONU. Oui. Donc j'ai appelé le représentant, le directeur de la presse de Waldheim. Et je lui ai dit, j'étais jeune et folle, bien sûr, si M. Waldheim ne m'accorde pas l'interview, je vais me suicider. Oh là, d'accord, oui. Et alors, il a accouru au 38e étage, il est redescendu, il m'a dit, Madame, venez. D'accord. J'ai réussi à avoir mon interview que j'ai envoyée à Tunis, j'étais très fière de moi, bien sûr. J'ai réussi quand même à interviewer pas mal de gens parce qu'il faut s'imposer, il faut demander. Il y a des fois où on ne réussit pas, bien sûr. Avec Arafat, j'ai dû passer 3 nuits au Liban, à Beyrouth. Oui. Ils m'emmenaient dans des endroits que je ne connaissais pas. Et à chaque fois, ça ne marche pas, parce qu'on ne retrouve pas Arafat changer de place tout le temps. D'accord, oui. Et c'était à la 3e fois où finalement, j'ai réussi à le voir. Et c'était très émouvant, très sympathique. Parce que malheureusement, il m'avait dit, oui, on se retrouvera à Jérusalem, j'espère. C'est ce qu'il dit à tout le monde apparemment, parce qu'il avait l'espoir de voir la Palestine libre et de nous retrouver, nous les journalistes à Jérusalem. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, par contre, oui, allez-y, pardon. Je voulais juste dire que quand j'étais en Irak en 79, j'ai beaucoup aimé ce pays. J'étais impressionnée par la richesse, par l'éducation de ce peuple. Et je regrette beaucoup aujourd'hui. On m'avait proposé d'interviewer Saddam Hussein. Et j'avais refusé parce que je pensais qu'il était un dictateur. Enfin, c'était un peu pas sympathique de ma part. Aujourd'hui, je le regrette beaucoup parce que ce pays m'a beaucoup impressionnée et je suis très triste de voir ce que ce pays est devenu aujourd'hui. Tout à fait. Alors, il y a un pays pour lequel vous avez un immense coup de cœur, que vous avez rencontré même avant de faire l'interview avec Yasser Arafat. Vous avez été en Palestine et vous avez réalisé de nombreux articles sur les territoires occupés, qui ont fait l'objet d'un livre d'ailleurs, un voyage à travers les territoires occupés, A Journey Through the Occupied Territories. Et j'aimerais que vous me parliez, parce que je sais que ça vous a particulièrement bouleversé oui, en effet, d'aller dans les territoires occupés. En effet, parce que là, c'était jamais rêvé. En fait, j'ai vu Arafat avant, en 79, 80, et là, c'était en 87, une année avant l'intifada. C'est mon patron suisse qui m'a appelé. Il m'a dit, voilà, l'Italie va postuler pour le poste aux Nations Unies, à l'UNRWA, les Nations Unies qui s'occupent des Palestiniens. Est-ce que tu peux aller nous faire un reportage? Bon, bref, je résume rapidement. J'avais un passeport tunisien. J'ai réussi quand même à aller avec un visa et avec la voiture des Nations Unies. J'ai demandé à vivre exactement comme vivent les Palestiniens. Oui. Donc, à traverser le pont de la Jordanie jusqu'à la Palestine. Et là, j'étais franchement... je pense que c'est l'époque la plus triste de ma vie. J'ai vécu 15 jours de choc répétitif parce que je ne pensais pas que les Palestiniens vivaient dans ces conditions, aussi bien
dans les camps de réfugiés en Jordanie que dans la bande de Gaza, que dans les territoires occupés, la Cisjordanie. Mais c'était très très beau parce que j'ai interviewé, en fait je ne m'occupais pas de politique, Oui. j'ai interviewé les gens, des êtres humains, des femmes, des hommes, des enfants qui vivent l'occupation. Et j'étais triste de voir, je ne savais pas que les Palestiniens ne pouvaient pas parler, ne pouvaient pas prononcer le mot Palestine, ne pouvaient pas montrer leur drapeau. Je ne savais pas que la plage à Gaza était fermée et les gens ne pouvaient pas aller se balader sur la plage. Je ne savais pas que des gens avaient encore gardé les clés de leur maison et qu'ils rêvaient encore de revenir chez eux. Donc c'était un choc, voilà. Et quand je suis revenue à Rome, j'étais un peu malade, je ne pouvais pas écrire, j'ai mis du temps pour que les choses sortent. Heureusement, j'ai pris des notes. Il y avait de très belles expériences aussi qui aujourd'hui paraissent belles, bien sûr. Comment j'ai pu sortir les notes que j'avais prises à l'époque, parce que c'est interdit, tout était interdit, parce que j'étais fouillée, j'ai dû quitter l'aéroport de Tel Aviv. Mais je veux quand même dire aussi que j'étais très bien reçue par les Juifs tunisiens à la douane, qui gardent un très bon souvenir de notre pays et qui m'ont beaucoup respectée, ne m'ont pas fouillée comme il faut, etc., parce que j'étais tunisienne. Et donc vous avez pu sortir vos notes comme ça? Non, j'ai pu sortir mes notes grâce à l'ONU, au fait, parce que, bon, il fallait bien m'aider pour pouvoir, parce que l'occupation était très, très dure, et personne ne doutait, personne ne savait que j'étais une journaliste. Je me suis présentée comme quelqu'un de l'ONU qui travaille sur les écoles, voilà. Donc, la seule chose que je peux garder, enfin, que je peux raconter, c'est que j'avais cette impression, je ne suis pas prophète, bien sûr, mais j'avais cette impression d'une cocotte minute qui n'a pas de bouton de sécurité, qui allait éclater, exploser. Tout à fait. Et effectivement, quelques mois après, la Intifada a éclaté, et c'est un institut à Penang en Malaisie qui a profité de prendre les articles que j'ai rédigés, qui sont en tous les cas, qui ont été repris par des journaux partout dans le monde dans plusieurs langues, mais eux, ils ont pris ces articles, les ont mis dans un petit livre pour raconter le quotidien des Palestiniens qui les a poussés à se révolter et à faire l'intifada. Behind, le titre qui a fait l'objet d'un livre, donc Behind the Palestinian Uprising, c'est cela? Uprising. Voilà, exactement, c'est ça. Et là, il est aussi sorti en malais. D'accord. Pas malheureusement en arabe ni en français, voilà. Asma Benahmida, au cours de vos 12 années en tant que journaliste internationale, vous avez visité des projets de développement dans plusieurs pays du tiers-monde. Et c'est peut-être ce qui a fait le déclic, puisqu'après une riche carrière internationale en tant que journaliste, vous rentrez en Tunisie en 1989 et vous lancez, avec votre mari, Michael Cracknell, l'ONG Enda Interarabe. En fait, c'est parti, vous le racontez dans une interview en anglais que j'ai lue, c'est parti d'un constat du fait que en Tunisie, comme ailleurs, dans des tas de pays que vous avez visités, vous vous étiez rendu compte que les femmes devaient toujours demander à l'homme de la famille des sous pour pouvoir aller acheter les denrées quotidiennes ou quoi que ce soit. Et c'est ce qui vous avait choqué. Même chose, elles n'avaient pas la possibilité, bien qu'éduquées pour certaines, la possibilité d'avoir accès à des capitaux. Alors voilà, brièvement, c'est ce qui a fait le déclic en fait? Oui, exactement. Au fait, après New York, à partir de Rome, j'ai changé pas de métier, mais de sujet, et j'ai commencé à m'intéresser à la pauvreté, la famine dans le monde, l'environnement, le développement en général. Et j'ai commencé à visiter plusieurs pays du tiers-monde où j'étais frappée par la pauvreté, l'injustice, l'injustice sociale, mais surtout la place de la femme dans la société. Et bien sûr, toujours le rôle des Nations Unies qui apporte un petit remède, enfin un petit baume comme ça pour soigner les quelques souffrances et les quelques douleurs, mais c'était pas suffisant. Et j'étais franchement attristée de voir combien d'argent est dépensé dans les conférences, dans les discours, dans les projets par toutes ces institutions des Nations Unies, de la Banque mondiale. Et en fin de compte, la population reste toujours pauvre. Oui. J'ai par contre vu qu'il y a quelques ONG, organisations non gouvernementales, donc la société civile, qui faisaient de petites choses, mais des choses qui réussissent et qui peuvent changer un tant soit peu la situation de ces gens.
ça m'a donné une idée jusqu'au jour où j'ai commencé à en avoir marre du journalisme. Mais avant d'en avoir marre, j'étais envoyée pour une dernière fois à faire un reportage en Tunisie en 87 par le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole, et où je devais interviewer des gens qui ont eu des crédits agricoles et qui n'ont pas remboursé. Et la question, pourquoi les Tunisiens ne remboursent pas leurs crédits. Et en fait, dans ces visites aux quêtes Célienne et Sidi Bouzid, j'ai découvert que ce sont surtout les hommes qui prennent les crédits et les femmes étaient un tout petit peu écartées. Et je me suis dit, c'est peut-être une des raisons pour laquelle les gens ne remboursent pas. Ça, c'est un, bien sûr. Et je passe ce détail parce que c'est resté dans ma tête, mais je n'y pensais pas à l'époque. D'accord. Jusqu'au jour où, à partir de Genève, je commençais vraiment à en avoir marre d'écrire, d'être journaliste pour les Nations Unies, sur les Nations Unies. J'ai trouvé que je perdais mon temps, que je n'apportais pas un grand changement. Et j'avais décidé, Michael et moi, de rentrer en Tunisie et de commencer une ONG pour faire quelques petites choses, de petites actions, de passer à l'action à partir de la Tunisie. Donc, et c'est comme ça qu'on a choisi de commencer à Hayt Tadamen. Je fais rapide, hein, je oui, les autres parce projets. oui, tout à fait. En fait, j'aurais dû garder 1 heure entière pour parler avec vous, Asma. On reprendra cette interview, tellement c'est passionnant. Tout à fait. Et donc, vous décidez d'arrêter d'écrire et de passer à l'action pour changer le sort des femmes. Voilà, trouver une solution. Et en fait, à l'époque, quand vous aviez vos missions sociales, on va dire comme ça, vous avez été impressionné, vous l'avez dit, par différentes ONG qui avaient remporté quelques succès, que ce soit en Amérique latine ou en Asie. Oui, exactement. Et en fait, je voulais introduire un modèle d'ONG durable, c'est-à-dire des ONG qui peuvent compter sur elles-mêmes, qui peuvent créer leurs ressources au lieu de continuer à quémander et à supplier les bailleurs de fonds pour leur donner de l'argent ou le gouvernement. Et c'est comme ça que le modèle de la microfinance est venu à mon esprit le jour où j'ai trouvé des femmes qui étaient là, qui venaient accompagner leurs enfants dans l'espace qu'on avait créé pour les enfants et les jeunes, qui s'appelle l'espace 21 à Hayt Tadamen. Et on leur posait la question, pourquoi vous ne travaillez pas? Et elles ont dit, nous n'avons pas accès au capital, nous n'avons pas accès à l'argent, disons. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, pourquoi on ne fait pas comme Mohamed Younes, la Grameen Bank, et on ne crée pas un programme de microcrédit. Et c'est comme ça que l'expérience ou l'aventure a commencé en 2004-2005. Et nous avons, en 94-95, et qui dure jusqu'à aujourd'hui, qui a montré le succès. Il y a toujours des problèmes, mais aujourd'hui, quand même, on a touché quelques 900 000 familles en Tunisie. La moitié, ou un peu plus que la moitié, sont des femmes. Oui. Nous sommes convaincus que toutes les personnes jeunes et moins jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat peuvent le faire. Nous avons pu montrer que le Tunisien est entrepreneur dans sa tête, dans ses veines, dans ses gènes, mais que malheureusement, toute une culture, peut-être qu'on a hérité de la France, je n'en sais rien, c'est que nous étions formatés pour devenir fonctionnaires. Oui, donc, tout le monde voulait être fonctionnaire. Une mentalité d'assister, en quelque sorte. Exactement. Alors, non, même pas, je ne dirais pas assister, mais on cherche la stabilité, la sécurité. Alors qu'au fond de nous-mêmes, nous sommes les enfants de Alissa, et nous sommes entrepreneurs. Et nous pouvons être dans l'entrepreneuriat, et c'est ce que je recommande aujourd'hui à tous les jeunes qui sont au chômage et qui n'ont pas d'emploi. Ils peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils peuvent réussir à gagner des revenus, à travailler eux-mêmes et créer du travail pour les autres. Tout à fait. Alors, on est pris par le temps, je vous bouscule un peu. Donc rapidement, vous êtes membre fondateur de SANEB, le réseau de la microfinance des pays arabes, élu 2 fois au conseil d'administration. Vous avez assuré la présidence de SANEB de décembre 2005 à mai 2008. Vous avez reçu plusieurs prix nationaux et internationaux, nommé en 2010 entrepreneur social pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord par la prestigieuse fondation Schwab du Forum économique mondial. En 2016, vous recevez la distinction de la femme la plus influente en Tunisie dans le domaine économique par la Chambre des femmes
femmes chefs d'entreprise. Et plus récemment, vous recevez donc le prix d'excellence, c'était le mois dernier, le prix d'excellence de la femme arabe de l'année 2019 par la fondation Takrim à Beyrouth. Finalement, celle qui voulait devenir artiste, l'historienne, géographe, journaliste que vous êtes, doit être fière de se dire mon Dieu, j'ai tous ces prix dans économique ou dans la microfinance, moi qui finalement, j'étais pas formatée pour. Bah, franchement, bon, je suis pas impressionnée par les prix. Attention, je suis fière, bien sûr, de recevoir des prix, mais je suis beaucoup plus fière de voir les résultats de ce que nous faisons. Et je suis fière de la génération que nous avons formée, Michael et moi, pour qu'ils continuent, pour qu'ils prennent la relève, pour qu'ils continuent. Parce que, tu sais, Donia, je ne suis pas très, très contente. Il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup. Oui. Donc, je pense que la mission a commencé. Elle se développe, elle grandit. La vision est très claire. Nous avons encore une très belle vision pour faire plus pour la population. Nous sommes en train de mettre en place de beaux projets, de nouveaux projets. Et je pense qu'au-delà des prix, il faudrait que plus d'autres personnes comme moi continuent cette mission. Il faudrait que des gens décident de faire quelque chose pour ce pays. Voilà. Il nous reste 2 minutes. Je vous ai salué à l'international. On voit vos photos avec Angela Merkel, avec Bill Clinton, avec le professeur Mohamed Younous, justement. Mais juste, j'aimerais que vous nous parliez d'un livre que vous affectionnez particulièrement. Je crois un auteur cher à votre cœur. Oui. Malheureusement, je ne sais pas, j'ai oublié de dire que j'ai commencé une... Pardon ? En 2 minutes, Asma. Oui, voilà. The Day of Forgetting, c'est une femme que j'aime beaucoup, mais qui écrit sous un pseudonyme d'un homme. Bon, c'est son choix. Stevenson, c'est son choix. Mais c'est une belle histoire qui ressemble beaucoup à Blindness de José Saramago et qui raconte une expérience d'une amnésie totale, enfin pas totale, partielle, mais dans le monde entier, collective. Et c'est très intéressant parce que cette histoire nous montre que nous avons le poids de notre passé qui est très pesant et que si un jour on oublie tout, est-ce que nous allons être libres de nouveau et où on doit apprendre de cette expérience et améliorer notre avenir. Merci. Donc c'est un livre que vous pouvez trouver en audio. The Day of Forgetting, Neil Stephenson. Hélas, nous devons nous quitter parce qu'il y a les informations tout de suite de midi. On reprendra cette conversation une autre fois. C'était passionnant. Merci de nous avoir